Mesdames et messieurs, bonjour. Nous souhaiterions donc vous présenter un bilan de la restauration de la victoire de Samothrace effectuée au Louvre donc l'année dernière, après une campagne d'études d'une petite dizaine d'années. Mais avant de commencer, nous allons parler à deux voix. Donc, je suis Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre. J'ai à mes côtés Ludovic Laugier, qui a assuré auprès de moi donc le commissariat de cette restauration. Je voudrais remercier donc les organisateurs de cette manifestation qui nous ont proposé de vous présenter le résultat de cette restauration. D'abord, je voudrais remercier Jean-François Hébert et Vincent Droguet de nous accueillir chez eux. Et je voudrais remercier Antoinette Lenormand, non seulement pour sa présence parmi nous, mais pour m'avoir poussé à venir jusqu'ici, puisque je fais très volontiers, dans la mesure où, en effet, comme vous le savez, je crois que on a ici la chance d'avoir un événement important pour l'histoire de l'art, pour les musées français, et je suis heureux de contribuer à la lumière qu'on peut jeter sur ce bel événement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, puisque c'est dans le cadre donc de l'étude et de la matérialité d'une œuvre qu'on a souhaité vous parler de la restauration de la victoire de Samothrace. Et en effet, c'est un des paradoxes des œuvres les plus célèbres ou les plus connues des musées, c'est que finalement, nous les connaissons souvent mal matériellement. Alors le cas est caricatural avec la victoire de Samothrace, bien sûr, je reviens en arrière, dans la mesure où vous savez que, je vais redire devant vous un certain nombre d'éléments du dossier, mais pour vous rappeler que cette sculpture, elle est finalement présentée depuis la fin du XIXe siècle en hauteur, et que donc les générations de conservateurs qui se sont succédées depuis la fin du XIXe siècle la connaissent tous très très mal. Donc il y a une forme de frustration. Moi, quand je suis arrivé comme conservateur au musée du Louvre en 1997, finalement c'est une des œuvres que matériellement je connaissais le moins. Donc avec Ludovic, tous les deux, entre 1997 et 2007 à peu près, on a entrepris la restauration de la collection de sculptures grecques, en commençant par l'époque archaïque jusqu'à l'époque hellénistique. Et finalement, donc, la victoire de Samothrace restait une œuvre mal connue, au sens où la Bible utilise le mot connaître, de connaître une femme. Donc là, nous ne connaissions pas la victoire de Samothrace, c'est-à-dire que vous savez, les spécialistes de sculpture, donc quand on connaît une œuvre, c'est-à-dire qu'on en connaît les moindres détails, on a passé notre temps à observer la surface, et là pour des raisons matérielles évidentes, parce qu'il faut des échafaudages pour s'approcher de la sculpture, c'est une des œuvres qui reste finalement assez mal connue et que la plupart des spécialistes étudient sur photographie, ce qui est une autre difficulté quand on est spécialiste de sculpture. Donc finalement, ce programme de recherche, d'études et de restauration, la restauration n'étant qu'un élément de ce programme de recherche que nous avons entrepris donc dès le début des années 2000, avait pour objet déjà finalement de nous faire toucher la statue, de permettre qu'on la comprenne mieux, qu'on la connaisse mieux. Et en effet, donc c'est l'occasion de redire que pour des conservateurs de musées, la restauration, c'est un moment merveilleux, magique, d'étude et d'approfondissement de la connaissance d'une œuvre. Alors, avec une difficulté ou un défi particulier pour les collections archéologiques, c'est que bien entendu, entre le moment de leur découverte ici, donc au milieu du XIXe siècle, et aujourd'hui, s'est écoulé donc 150 ans, puisque là nous fêtions l'année dernière les 150e anniversaire de la découverte de la statue, 150 ans d'archéologie grecque, à savoir que aussi la science a évolué, la connaissance même du sanctuaire a évolué. Et la restauration de la victoire de Samothrace, si elle a été l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, de toucher de près la matérialité de la sculpture, a été aussi le moment pour nous de renouer ou de nouer le contact avec l'ensemble du monde archéologique spécialiste de ce domaine. Là, le monument a été en effet trouvé donc en 1863 à Samothrace. Samothrace, c'est dans le nord de la Grèce, en face de la Thrace. Donc une île que vous voyez montagneuse, qui explique à la fois l'état de conservation des monuments et la difficulté d'y fouiller, dans un sanctuaire très complexe qui est, donc vous avez le plan ici en bas à droite, qui est le sanctuaire dit des Kabyres, des grands dieux, et donc auquel appartient ce monument. Donc le héros de cette aventure, vous le connaissez sans doute, donc nous sommes à l'époque
de l'archéologie qu'on pourrait qualifier de diplomatique. Ce sont généralement les ambassadeurs, les chargés d'ambassade, les consuls qui sont à l'origine de la plupart des explorations des grands sanctuaires grecs de cette époque. Ici, Charles Champoiseau, qui était vice-consul de France à Andrinople et qui explore l'île qui est à l'époque donc sous la domination ottomane en 1863, qui fouille donc ce monument que vous avez à gauche, donc très très ruiné, qui est le monument dit donc de la Victoire, et qui y découvre d'abord donc des fragments de ce qu'il interprète très vite comme une sculpture représentant une victoire, c'est-à-dire cette allégorie donc grecque, niquée en grec, en plusieurs morceaux. Donc c'est un élément très intéressant parce que dès les premiers rapports et dès la présentation de la sculpture, il est évident que cette statue, trouvée très ruinée, mais finalement pas si mal conservée que cela, donc pour laquelle donc, on ne trouve ni la tête ni les bras, elle était de toute façon dans l'Antiquité faite en plusieurs parties, donc selon une technique d'assemblage que Ludovic étudiera dans un instant. On le sait donc dès le milieu du XIXe siècle, puisque vous voyez qu'on Champoiseau a découvert essentiellement donc le corps d'une statue, donc une partie du buste dans un autre bloc, et des fragments d'ailes, donc qui sont bien entendu à ce moment-là détruites et qu'il faut recomposer de plusieurs fragments. Ce n'est que dans un deuxième temps, au XXe siècle, qu'un de mes prédécesseurs, donc Jean Charbonneau, a en 1950 découvert la main de la Victoire, la tête et l'essentiel des bras restant toujours donc non trouvés. Mais très vite, vous savez que ce dossier est devenu complexe parce que dans un premier temps, en 1863, donc Charles Champoiseau ne reconnaît pas les fragments qui forment la base de la statue en forme de proue de navire. Dans un premier temps, il les prend pour un monument égyptien, donc il tente même d'une reconstitution donc d'un tombeau égyptien, et ce n'est qu'à la suite donc d'une découverte autrichienne et allemande qu'il identifie ces blocs comme étant les blocs donc de la base de la statue et qu'il les fait venir en France donc à peu près 20 ans plus tard. Et c'est ce qui provoque donc l'histoire de sa restauration. Donc la restauration de la Victoire de Samothrace a été l'occasion pour nous de nous pencher sur les documents, les archives à notre disposition, et pour le XIXe siècle, les photographies anciennes sont un élément fondamental pour la compréhension de l'évolution du monument. Donc très rapidement, vous voyez en effet les deux états principaux et les deux restaurations principales de la sculpture au XIXe siècle. Donc au moment de son arrivée sous le Second Empire, elle est présentée dans la salle des Cariatides, et seul donc le bloc formant le bassin et les jambes de la sculpture, de la statue, sont associés au bloc formant donc le buste de la statue. Ce sont les images donc datées du Second Empire que vous avez à gauche et qui montrent en effet deux choses. D'abord qu'on a renoncé à présenter les ailes à cette époque, tout simplement parce qu'il manque les parties essentielles, donc les bras et les éléments reliant les ailes au corps, et ensuite parce que, comme vous le voyez par l'étai en métal qui se trouve sur son côté droit, la sculpture n'est pas complètement stable, et donc il avait fallu l'assurer ici donc par cet étai. Donc première phase de restauration donc que révèlent ces photographies. On n'a pas véritablement de rapport de restauration, donc vous savez que l'administration du Second Empire a vécu un véritable naufrage à la chute de l'Empire, en tout cas au Louvre, mais je crois que c'est le cas dans beaucoup d'autres administrations, et notamment là un cas particulier qui se trouve que le conservateur des antiques, qui était d'origine alsacienne, a dû fuir parce qu'on l'a poursuivi pour étant d'origine germanique alors qu'il était alsacien. Enfin, donc une histoire un peu sordide qui fait que nous avons perdu pratiquement toutes les archives du Second Empire, alors que c'est la période où arrivent massivement donc les collections d'antiques, en tout cas pour les antiquités classiques. Donc premier état de la restauration, vous voyez cet élément. On sait que on a fait appel à ce moment-là à un restaurateur donc d'origine italienne qui avait accompagné la collection Campana, donc collection, comme vous le
le savez, de peinture italienne, collection de majolique, mais également collection étrusque importante, et collection de céramique grecque. Donc c'était un restaurateur du nom de Penelli, donc plutôt spécialisé dans le raccord de petits fragments. Donc est plutôt spécialisé de terre cuite, mais c'est à lui qu'on attribue la restauration des petits fragments du drapé. Donc alors bon, il y a comme ça des espèces de légendes qui courent. Il y aurait plus de 110 fragments de petits drapés qui recomposent donc le drapé du bloc inférieur de la statue. Donc premier état de la restauration. Deuxième état de la restauration provoqué par l'arrivée des blocs formant donc la proue en forme de bateau. Vous avez ici la photo à droite avec donc des essais qui sont faits dans la cour dite de la Reine, ou dite cour aussi du Sphinx. Vous voyez qu'on remonte à blanc le bateau et on essaye avec un moulage donc pour comprendre en effet quel est l'effet donc du monument, la statue sur les blocs du bateau. C'est à ce moment-là, en effet, donc on ose une restauration en plâtre. Donc la deuxième étape de la restauration, ce sont les années 1880, donc on est entre 1882 et 83. Donc c'est le moment où, à l'issue donc de la réalisation du Louvre de Napoléon III, donc on dispose d'une nouvelle entrée du musée avec un escalier monumental et qu'on décide de placer donc ce monument au sommet de cet escalier monumental, ce qui explique grandement le succès et le caractère quasi iconique de cette œuvre, c'est que pour plusieurs générations, entre 1884 et finalement l'ouverture de la pyramide en 1989, donc pendant plus d'un siècle, la première œuvre d'art que les visiteurs du Louvre voyaient, c'était la Victoire de Samothrace. Donc ça explique en grande partie que cette œuvre soit restée comme ça dans les mémoires collectives. Donc c'est à cette occasion, parce qu'on veut placer ce monument au sommet de cet escalier, donc non seulement on remonte la proue en forme de bateau, mais qu'on ose une restauration essentiellement en plâtre. Donc ça aussi c'est intéressant pour l'histoire des restaurations. Donc des parties lacunaires, c'est-à-dire comme je vous l'avais dit, dans les années 1860, la restauration était restée très modeste, donc puisqu'on avait simplement raccordé la partie du buste antique préservé avec le bloc formant donc le bassin et les jambes. Comme vous le voyez, donc dans les années 1880, on est allé beaucoup plus loin, en complétant la partie gauche du buste, donc vous voyez ici en jaune les parties qui sont en plâtre, en raccordant donc l'aile gauche, donc de manière un peu curieuse d'ailleurs, puisqu'on la raccorde finalement au niveau de la naissance du bras, donc pas très bien, et en inventant une aile droite, en inventant complètement une aile droite que vous voyez ici, donc en jaune. Voilà l'état du monument tel qu'il est présenté. Donc vous voyez ici des photographies des années 1880-1883, donc au moment de ce remontage. Bon. Nous avons appris beaucoup de choses donc sur cette restauration grâce aux études en archives, grâce aux études aussi que Michel Goutal, l'architecte, a lancées sur le bâtiment, parce qu'il a fallu bien entendu à la fois renforcer le plancher, renforcer donc la voûte de l'escalier. Enfin, il y a eu des travaux très très lourds qui ont été faits, qui ont été révélés par les études au moment donc des études préalables pour cette restauration. Alors, finalement, donc, cette restauration, cette deuxième restauration fondamentale des années 1880, elle est très peu modifiée. Là aussi, donc, on a appris, en regardant les photographies, en étudiant les archives, cette fois-ci pour le XXe siècle, on a un peu plus de documents conservés, qu'il y a eu essentiellement une petite modification dans les années 1930, liée, et c'est assez intéressant, donc, aux recherches scientifiques sur la forme du bateau et la définition des bateaux, donc quel est le nom de ce bateau, à quoi servait-il dans l'Antiquité, donc parce qu'il s'agit bien entendu d'essayer d'interpréter le monument. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça qui nous intéresse, mais tout ça pour vous expliquer. Vous voyez ici les différences que donc un capitaine de marine, un certain Carlini, propose en effet de remonter le petit fragment que vous voyez à gauche, donc la proue d'un navire grec se termine par ce qu'on appelle un acrostolion, une espèce d'élément donc décoratif qui remonte, et ici il n'y en a que le départ, et il interprète ce fragment comme le départ de cet acrostolion, et il propose de le mettre plus haut, ce qui a plusieurs conséquences, notamment le fait qu'on se met à vouloir rehausser la statue. Vous voyez que la statue est alors placée sur un bloc qui est un bloc moderne, vous voyez l'image du milieu, donc qui est en rapport avec donc cette remontée de cette partie de l'acrostolion. Donc pardon pour ces questions toutes
technique, mais après on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation parce que du coup se pose la question des ponts de combat. Donc est-ce que la statue, donc est-ce que la victoire pose le pied sur un pont de combat? Est-ce que c'est un pont de combat à plusieurs niveaux? Et donc vous voyez que dans l'image du milieu, finalement, il y a 3 niveaux avec le bloc moderne placé donc sous la statue. Finalement, la solution retenue, celle que vous connaissez tous pour avoir vu le monument avant sa restauration, c'est de finalement rabaisser donc le fragment d'acrostolion et de maintenir simplement donc 2 niveaux de pont de combat, ce qui fait que la statue est restée avec ce bloc moderne, donc qui permettait d'assurer la stabilité, mais qui est clairement donc fautif. C'est-à-dire que dans le monument, comme on voit bien dans l'image de gauche, la Nike posait le pied sur le bateau. Là, elle ne le fait plus, elle est sur ce monument, sur ce bloc moderne. Voilà. Donc voilà l'état du monument tel que vous l'avez connu à l'issue donc de ces 3 campagnes de restauration. Et vous voyez que les études préalables à ces restaurations, ces études en archives, nous ont permis d'affiner notre connaissance donc de l'histoire matérielle du monument. Alors, se poser un certain nombre de questions. Pour ce faire, d'abord, restaurer la victoire de Samothrace, c'est un défi, je dirais, humain, scientifique et aussi financier. Alors, dans le désordre, financier d'abord, parce que si la restauration était complexe à organiser, elle supposait de monter des échafaudages. Bon, c'est pas tellement la restauration qui est le plus coûteuse. En revanche, les échafaudages, tous ceux qui restaurent des monuments historiques le savent, c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Et la question allait se poser également de la restauration donc de la cage d'escalier. Or, cet escalier fait à peu près la hauteur d'un immeuble haussmannien de 5 étages, donc ça vous donne une idée. Par ailleurs, la majorité des visiteurs du Louvre traversent cet escalier, donc nous accueillons plus de 9 millions de visiteurs depuis 3 ans. Ça signifie qu'il y a en moyenne autour de 8 millions et demi de visiteurs qui passent par cet escalier. Il était impensable pour nous de le fermer au public. Donc, le dossier était particulièrement complexe et il a fallu trouver le financement pour la restauration de cet escalier et monter ce budget qui a été évalué à 4 millions d'euros. Donc finalement, nous avons trouvé cet argent grâce à une société japonaise, NTV, donc une personnalité, Marc-Landré de la Charrière, qui nous accompagne dans la restauration des antiques depuis les années 90, et une banque américaine, Bank of America. Cette question financière réglée, ce qui était, bon, il nous a fallu quand même 10 ans pour trouver l'argent, donc il a fallu organiser le chantier. Et là, on a souhaité en effet donc proposer à une équipe de restaurateurs, donc bon, il y a eu marché public, etc., mais finalement, donc, c'est une équipe organisée autour de Daniel Ibled, vous avez les noms ici, qui a remporté ce marché, avec 2 sujets qui sont connexes, que les spécialistes de sculpture connaissent bien, mais je me permets de rappeler devant cet auditoire, c'est que, bien entendu, en sculpture, la question du montage est toujours liée à la restauration, donc penser le montage indépendamment de la restauration, c'est absurde. Donc, d'où l'association ici avec un monteur, parce qu'il fallait régler la question justement de la pose de la statue sur le bateau. Pouvait-on se passer de cette armature métallique sur le côté gauche? Comment retirer ce bloc moderne, donc installé en 1934, voilà. Et puis bien entendu, c'était l'occasion également d'étudier à nouveau les blocs du bateau, dans la mesure où nous ne pouvions pas faire la restauration sur place, puisque la cabine de restauration aurait empêché le passage. Donc a été tout de suite décidé le démontage donc du bateau, le transport du monument, pas trop loin, donc dans une salle à côté, la salle dite des 7 cheminées, d'où l'appel à donc à la fois un architecte dessinateur pour relever ces blocs, et ensuite donc à une commission internationale qui nous a suivis. Donc vous avez les noms à droite, puisqu'il s'agissait à la fois de s'associer aux collègues américains qui continuent de fouiller sur place, aux collègues grecs qui gèrent le sanctuaire, aux meilleurs spécialistes de sculpture, et à ceux en tout cas sculpture de cette période, et à ceux qui avaient été confrontés notamment à des problèmes de restauration de sculpture hellénistique particulièrement complexes. C'est la raison de la présence de mon collègue Andrea Scholl, qui gère les collections donc, du Pergamon Museum de Berlin, et qui avait osé entreprendre la restauration du monument des dieux et des géants, de l'hôtel des dieux et des géants de Pergame, donc qui pose des problèmes analogues de restauration. Et bien sûr, pour ce faire, nous avons été accompagnés par le C2RMF, donc vous allez le voir, puisque ça a été l'occasion donc d'une étude très précise du monument. Alors, quelques images simplement pour que vous compreniez en effet l'ampleur d'un tel projet, puisqu'il a fallu donc déplacer la statue, donc ça. Voilà, donc vous voyez, démonter complètement donc les blocs du bateau,
un à un, et les transporter dans une cabine de restauration qui se trouvait donc à proximité. Alors ça a été l'occasion, comme je vous le disais, de connaître matériellement l'œuvre. Et d'abord, ça a été une très très agréable surprise, un très bon moment. Enfin, Ludovic a passé plus de temps près de la statue, de passer des nuits avec cette statue, passer des jours avec cette statue. Mais bon, c'est aussi ça connaître, hein, parce qu'on parle de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire la matérialité? La matérialité des œuvres, c'est-à-dire que il se trouve que nous connaissons, nous pouvons prétendre. Enfin, moi, la Vénus de Milo, par exemple, je la connais intimement. Je sais là où il y a des lacunes. Enfin voilà, je suis capable de restituer. Donc c'est une mémoire, vous voyez, un peu sensorielle, qui ne s'apprend que en étant le nez sur les œuvres. Hein. Donc, et ça, bon voilà, tous les appareils. Je dis ça parce que souvent, on nous parle de l'intérêt du relevé 3D. Vous allez voir, on a utilisé toutes les techniques modernes, mais rien ne remplace ce contact intime avec un fragment et avec la sculpture. Alors, toute une batterie d'analyses nous ont permis de mieux connaître matériellement la restauration donc des années 1880, hein, puisque c'est essentiellement de celle-là qu'il s'agit, grâce au Centre de restauration des musées de France, grâce également à l'Université Paris 6 pour les analyses de pierre, grâce au Courtauld Institute qui a été associé au C2RMF pour des analyses donc de couleurs. Alors on a pu faire des radiographies, et donc on voit notamment, parce que quels étaient nos enjeux en termes de restauration. Donc c'était d'abord de s'assurer des questions structurelles, c'est-à-dire est-ce que la statue, donc est-ce que le bateau, est-ce que la restauration du 19e siècle avait bien vécu, est-ce qu'il fallait ou non démonter, parce que bien entendu il s'agit d'une restauration faite avec du métal. Donc vous voyez ici ces radiographies qui permettent de comprendre justement le réseau de métal moderne, hein, donc il y a à la fois un exosquelette qui maintient l'aile gauche en position, et puis un véritable squelette qui me permet de relier les fragments entre eux, et ça permettait aussi de voir, hein, de mieux définir les contours de ces fragments. Donc vous le voyez ici pour l'aile complètement en plâtre, hein, parce que nous devions nous assurer, hein, qu'elle tenait bien. Et en effet, nos prédécesseurs au XIXe siècle ont fait un travail très très solide. Et cette armature est de très bonne qualité. Donc nous avons décidé de respecter cette restauration du XIXe siècle. Si elle avait mis en danger l'œuvre, nous l'aurions démontée. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de dogmatisme de notre part. Hein. Il faut d'abord étudier les choses pour pouvoir prendre des décisions que nous n'avons pas prises seuls. Donc là, il n'y avait aucun problème de structure, on a simplement eu à les vérifier. Donc, question aussi, vous voyez, c'est ce pan du manteau, donc ce qu'on appelle l'himation, qui forme une envolée assez audacieuse, hein, qui était retenue, vous le devinez, puisque vous ne le voyez, par une énorme barre métallique qui était cachée dans le plâtre, vous voyez. Bon, c'était pas très très gracieux, ça cachait complètement donc l'arrière de ce pan, puisqu'il était entièrement plâtré pour cacher cette agrafe métallique. Donc là, on a décidé de le démonter pour alléger un peu ce système. Et puis on a fait, grâce au C2RMF, et donc là la nuit, des photographies en lumière ultraviolette, en lumière naturelle ultraviolette, pour se rendre compte donc de l'état de surface. Et comme souvent donc pour des sculptures du 19e siècle, et essentiellement restaurées au 19e siècle, essentiellement parce qu'il fallait cacher les parties en plâtre et les parties en marbre. Donc vous voyez, il y a de très nombreux badigeons. Je me permets simplement de souligner ceux qui fluorescent davantage, et notamment au niveau donc de la cuisse gauche, puisqu'on a pu noter par exemple donc les effets parfois un peu rudes, donc des moules à pièces, hein, puisque cette statue a été moulée au 19e siècle, et on voit très clairement les traces laissées par les savons noirs et les huiles utilisées au moment du moulage et surtout du démoulage. Et donc voilà, il fallait remédier à cet aspect un peu dissonant, parce que nous savions que sous la crasse, nous allions découvrir cet aspect dissonant de savon qui avait plus ou moins vieilli. Voilà. Donc ça a été l'occasion également de faire des analyses de marbre, hein, pour comprendre justement quels étaient les matériaux. Alors là aussi, on les a multipliés de manière très prudente, puisqu'il y a de très nombreux trous modernes. Donc il suffisait d'aller prélever au fond des trous modernes. Donc comme ça paraissait logique, la sculpture est en marbre de Paros, mais un marbre de Paros plus ou moins bien identifié. Là, il l'est de manière certaine. Donc le meilleur Paros,
Paros, celui dit lignites, donc a été utilisé pour les parties nues. Donc on a pu faire un prélèvement au départ du cou notamment, donc vraisemblablement les bras, la tête, donc les parties nues, le départ du sein droit et le cou étaient en marbre de Paros lignites. Bon, c'est intéressant pour les usages du marbre donc à l'époque hellénistique, vraisemblablement ce marbre le plus précieux, sans doute à cette époque qui n'existe plus vraiment dans des blocs de grande dimension, est réservé aux parties nues des statues. Alors que on le voit, la partie la plus importante, le bloc le plus important qui forme donc le bassin et les jambes, est lui en Paros de la même carrière, mais non lignites. Alors est-ce qu'on peut en déduire que, en effet, selon la dimension des blocs, on réservait certains blocs pour les drapés, d'autres pour les parties nues? Bon, ces analyses apportent des éléments à la connaissance donc de la sculpture en pièces rassemblées à l'époque hellénistique. Et puis donc, autre surprise, les ailes sont visiblement taillées dans un troisième marbre de Paros, donc en Korodaki, variété Lakoï. Donc là aussi, ce sont simplement des observations qui restent analysées par rapport à d'autres sculptures de l'époque hellénistique, mais ça semble indiquer une possible spécialisation donc des veines à l'intérieur donc de l'exploitation du marbre de Paros en fonction donc de ce qu'on veut faire de ces sculptures. Autre surprise, en dehors des analyses donc, et permettant l'identification des marbres, ce sont les analyses donc, de traces de couleurs, comme nous le savons depuis le 19e siècle au moins. La plupart des sculptures grecques étaient peintes, mais bon, quelle était l'ampleur de ces peintures? Ici, grâce à une technique de luminescence à infrarouge, et avec donc, Giovanni Verri du Courtauld Institute, Ludovic a pu mettre en valeur donc, une forme de reconnaissance du bleu égyptien, et uniquement du bleu égyptien. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres couleurs, et que pour l'instant nous identifions du bleu égyptien que vous voyez en bord donc de ce manteau, donc une forme de fluorescence qui forme en effet, qui est assez régulière pour imaginer qu'il devait y avoir une forme de liseré au bas coloré, au bas de ce manteau. Donc vous voyez, c'est un bandeau de 3 cm de largeur, à peu près à 3 cm du bord du manteau. Donc on peut imaginer en effet, parce qu'on le sait sur d'autres sculptures hellénistiques qui ont été étudiées, notamment celle de Délos ou celle de Dion par exemple, donc en Grèce du Nord pour Dion, que les vêtements et les drapés n'étaient pas entièrement peints, mais parfois simplement soulignés. C'était les liserés qui permettent de comprendre justement de quel côté du vêtement, parce que c'est particulièrement compliqué à comprendre donc, comme vêtement. Alors à base de bleu égyptien, ça ne veut pas dire que ce liseré était bleu, il peut être rose, il peut être violet, voilà, donc une couleur qui contenait du bleu égyptien en suffisamment grande quantité pour dire que c'est peut-être plutôt un violet, mais enfin voilà, nous n'en savons rien. Et puis à notre grande surprise, on a découvert également des traces de bleu égyptien dans les ailes, donc ça pourrait paraître plus étonnant. Une des interprétations possibles, donc c'est du bleu égyptien, là, de manière beaucoup plus diffuse et de manière plus ténue. Donc ça veut dire que ce bleu égyptien rentre dans une composition d'une couleur beaucoup plus diluée, donc vraisemblablement pas du tout un bleu. Pourquoi? Bon, comme vous le savez, l'architecture aussi grecque était peinte. On sait souvent, on le sait par le Parthénon par exemple, que souvent les ombres étaient parfois soulignées justement, donc et peintes et colorées pour donner plus de contraste à certains éléments. Est-ce que c'est le cas ici? C'est une pure hypothèse. On n'en sait strictement rien. On peut simplement dire qu'on a découvert des traces beaucoup plus, je répète, éparses de bleu sur les plumes. Alors la restauration elle-même a consisté d'abord à un nettoyage à l'eau. Alors comme vous le savez, il ne s'agit pas donc d'eau utilisée telle quelle. Il s'agit essentiellement, vous avez ici Pascal Klein en train de restaurer. Il s'agit d'utiliser de la pulpe de papier et ainsi par compresse de permettre le nettoyage de l'ensemble de la surface. Et donc c'est ainsi que l'ensemble de la surface a pu être nettoyé. Donc trouvant finalement une superficie qui était en assez bon état, donc et qui a donné cette couleur. Donc ici les photographies sont un peu exagérées puisque finalement il y a une espèce de patine naturelle orangée du marbre de Paros, donc qui est d'assez belle qualité. Voilà l'essentiel donc de la restauration.
je reviens, a consisté, comme vous voyez, à non seulement à ce nettoyage de surface, mais vous voyez à régler le problème de structure, puisque avec le monteur et avec les restaurateurs, on a pu imaginer ce système, donc qui fait qu'on a pu se passer donc de ce bloc moderne qui était fissuré, et qu'on a pu se passer de l'étai disgracieux qui était du côté droit, qui me valait des lettres régulières, notamment de nos collègues grecs, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse barre qui soutient la victoire, est-ce qu'elle va tomber? Non, elle ne tombait pas, mais enfin c'est vrai que c'était pas très gracieux. Et comme le bloc moderne s'était fissuré, celui posé en 1934, on a remplacé ce bloc par, vous voyez, ces structures métalliques. Du coup, on a rétabli aussi l'aplomb de la statue, donc ça nous a permis, et donc c'est un autre moment que les spécialistes de sculpture goûtent particulièrement, c'est quand on lève une sculpture, on voit comment elle tient. Et là, on a suffisamment du lit de pose pour travailler sur le lit de pose et le lit d'attente, puisqu'une des grandes découvertes, bien entendu, de l'étude, ça a été de retrouver le lit d'attente, donc la cuvette d'encastrement, dans le bateau, et on a pu remettre donc la statue dans sa cuvette d'encastrement, donc ce qui est un véritable plaisir. Mais il y a d'autres découvertes beaucoup plus importantes pour la technique et la compréhension du monument, et je passe la parole à Ludovic. Merci. Le nettoyage de la sculpture a été évidemment l'occasion de retrouver la matérialité de la surface du marbre, de ce marbre de Paros plus divers qu'on l'imaginait, mais ça a été bien sûr aussi l'occasion de déplâtrer tous les bouchages débordants qui couvraient une bonne partie de la surface que nous avions à observer. Vous avez là un exemple parmi beaucoup d'autres, des relevés qui ont été faits par les restaurateurs en cours de travail, et si j'ai pris cette image, c'est pour bien vous faire comprendre que les découvertes techniques qui ont été faites pendant le programme de restauration ont été rendues possibles par le fait qu'on était précisément en train de retirer toutes ces couches de badigeons et de plâtre débordant. Donc on voyait les choses différemment. Et on les voyait de façon assez inédite. Nos prédécesseurs ne pouvaient pas voir ce que nous voyons. Et donc les éléments inédits que vous voyez là, nous avons pu les trouver, mais parce qu'on était les premiers à avoir la chance d'accéder ainsi à l'œuvre. Alors je rappelle ce qui a été dit très rapidement. La victoire de Samothrace est constituée d'une base en forme d'avant de navire constituée de 23 blocs pour une trentaine de tonnes, un petit peu moins, 28 tonnes, on a repesé l'ensemble. Et la statue est constituée, ce qui est bien connu et bien publié notamment dans les articles de Marianne Amiot, est constituée de plusieurs blocs, un grand bloc pour le bas du corps, un bloc pour le haut du buste et la tête, un bloc pour chaque bras, une plaque pour chaque aile, plus un certain nombre d'éléments secondaires, et ce de façon assez logique, tout simplement parce qu'ils sont en débord du volume du bloc principal du corps. C'est notamment le cas du pied droit de la statue, du bas de la jambe gauche et le pied gauche de la statue, tout simplement parce que le sculpteur n'avait pas suffisamment de matière pour les travailler dans le bloc principal. C'est aussi vrai pour certains éléments du drapé dont nous savons pertinemment qu'ils étaient ajoutés, puisque nous connaissons depuis fort longtemps les traces de lits d'attente et de trous de goujon. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite. À l'avant de la jambe droite, un élément qui n'est plus conservé aujourd'hui, et au bas du manteau, la fin de la chute de l'himation qui retombe sur le pont du bateau et qui, elle, est conservée. Or, pendant la restauration, nous avons pu découvrir des éléments que nous n'attendions absolument pas. Jean-Luc vous a parlé du pan arrière de l'himation qui a été déplâtré et démonté pour retirer la barre en L qui était particulièrement lourde et encombrante. À cette occasion, nous avons découvert une pièce intermédiaire entre le corps de la statue et le pan flottant du manteau. C'est ce que vous voyez en position. Alors j'essaie désespérément de trouver une flèche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Non, si je me lève, j'aurai plus de micro. Bon, alors je vais vous guider sur l'image et je me débrouillerai comme ça. Ben, j'ai essayé la souris, mais ça... On voit. Alors, parle. Ah, vous voyez? Parle et je vais faire. Ça y est, on l'a? Non, mais je vais le faire. Tu la vois là? Ah, voilà. Tu la vois? D'accord, merci. Donc là, vous voyez ce pan en situation. Ici, je l'ai détouré. C'est une pièce qui mesure 50 cm de hauteur, 5 à 10 cm d'épaisseur. Certains des trous que vous voyez là sont antiques, d'autres datent du 19e siècle, mais ici, c'est bien la grande mortaise rectangulaire qui servait pendant l'Antiquité. Là, vous voyez le pli en place alors que le pan du manteau est retiré, et ici, vous voyez l'ensemble retiré. Or,
quelle ne fut pas notre surprise de remarquer que côté statue, il y avait non pas une mortaise rectangulaire, mais deux mortaises rectangulaires, ici et là. Celle-ci est parfaitement antique et tout à fait canonique. Or, elle n'est pas utilisée dans le montage actuel. Celle-ci, pardon, voilà, celle de gauche est plus périphérique. Elle a été réutilisée et retaillée au XIXe siècle pour la restauration de 1864-1866. Si on essaye le pan du manteau sans pièce intermédiaire, cela ne fonctionne pas ni avec la mortaise de droite, ni avec la mortaise de gauche. Si on utilise le pan intermédiaire, ça ne fonctionne qu'avec la mortaise de gauche. On en déduit donc que ce pli intermédiaire est consécutif à un dispositif secondaire. Comment le qualifier, comment l'interpréter, c'est une autre affaire. Mais c'était entièrement nouveau. En observant le revers du pan, qui n'est pas achevé ni travaillé parce que la statue était faite pour être vue de 3/4 et que son 3/4 droit était donc invisible pour les pèlerins, on se rend compte que les traces d'outils entre le bloc du corps et la pièce intermédiaire sont strictement identiques. Évidemment, ça nous donne un élément de réflexion. Et vous avez ici une vue de la statue sous son meilleur angle, c'est-à-dire de 3/4, parce qu'on sait que dans le sanctuaire et dans l'enclos de la Victoire, le monument était présenté de 3/4, les fondations nous l'indiquent. On se rend compte qu'en tout cas, le volume de la pièce intermédiaire permet de dégager davantage et plus efficacement le pan arrière du manteau dans la composition générale de la sculpture, et c'est ce qui contribue beaucoup au bouillonnement de l'ensemble de la composition. Autre pièce rapportée supplémentaire, juste au-dessus, ici ou là, une petite pièce sculptée à part et rapportée qui manifestement était ajoutée dans un second temps pour faciliter l'agencement du pan arrière du manteau. Il y a là manifestement une forme d'ingéniosité qui nous était inconnue. C'est en déplâtrant les bouchages débordants que nous avons repéré cette petite pièce supplémentaire. Enfin, l'aile droite, qui est beaucoup moins connue, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'aile en plâtre conçue par Félix Ravesson-Molien et son fils Charles. Félix Ravesson-Molien était le conservateur en charge des antiques dans les années 1880. L'aile droite est conservée sous forme de quelques fragments et aujourd'hui elle serait assez difficile à monter. On s'est rendu compte que les fragments qui nous sont parvenus ne sont pas dans le même marbre. Ce sont les analyses qui nous ont mis la puce à l'oreille. D'abord, j'ai cru qu'il y avait une erreur, pour être franc, et nous avions d'ailleurs à notre disposition aussi l'analyse d'une plume qui se trouve au musée de Samothrace, donc il aurait fallu rentrer dans un débat un peu pénible avec nos collègues grecs en leur expliquant qu'on n'avait pas les mêmes résultats. Et en fait, la solution était tout autre. Les résultats étaient justes. Il y avait tout simplement deux marbres à repérer pour cette aile, qui était donc réalisée en deux pièces rapportées. Et il a fallu aussi observer de plus près l'un des fragments pour se rendre compte que l'une de ces surfaces était préparée. Ça n'avait pas été vu auparavant, et nous avions là donc une autre preuve du fait que cette aile était sculptée en deux plaques, autre élément tout à fait nouveau. Voilà pour la liste des éléments rapportés supplémentaires que nous ne connaissions pas dans le puzzle de la Vierge de Samothrace. Toujours pour parler de puzzle, il y a aussi tous les fragments qui sont depuis fort longtemps conservés dans nos réserves. Ils sont publiés, ils sont connus. Il n'y a là rien de nouveau. Ce sont ceux qui n'ont pas été rajoutés ou incorporés à la première restauration de la statue par Enrico Pelleni en 1864 et pas mieux par Félix Ravesson-Molien en 1880. Vous en voyez un certain nombre, des fragments de draperie, des fragments de plumes et des fragments de draperie parfois très singuliers dans leur forme. Celui-ci est très allongé, difficile à comprendre, et nous l'avions baptisé un peu familièrement la bretelle, ce qui induisait ou impliquait que nous n'y croyons pas vraiment. Il faut toujours être très prudent parce que sur un site, il peut y avoir des fragments flottants, comme nous le disons, et Champoiseau a pu collecter des fragments qui en fait appartenaient à d'autres sculptures présentées à côté. En fait, on s'est rendu compte que certains de ces fragments, nous pouvions les comprendre, notamment une plume absolument sculptée sur sa face, mais simplement piquetée au revers et dotée d'une surface soigneusement préparée au ciseau de ce côté-ci, à gauche. Or, je me suis rendu compte en début de chantier, j'ai tout de suite appelé Jean-Luc qui a eu la même impression que moi, nous avons repéré le fait qu'il y avait une surface équivalente, lisse et non repérée auparavant, au sommet de l'aile gauche. Par ailleurs, nous avons pu aussi repérer, en déplâtrant un bouchage, un trou de goujon antique qui a permis d'établir la justesse et la pertinence de ce raccord. Voilà une plume qui agrémente très avantageusement le sommet de l'aile gauche de la Victoire de Samothrace depuis
2014. Mais ce n'était pas tout. En allant un peu plus loin dans l'enquête avec Anne Liéger qui s'occupait de ce secteur de la restauration, nous avons repéré d'autres trous de goujons antiques et il est probable, il est même certain d'ailleurs, que durant l'Antiquité, il n'y avait pas seulement une plume sculptée à part et rapportée, mais 4 à 5. Je ne suis pas entièrement sûr, pour être très franc, du trou qui se trouve ici, qui est un peu plus frais et qui est peut-être moderne. Mais en tout cas, de ce côté-ci, il n'y a pas de doute à avoir. Donc l'aile gauche de la statue était infiniment plus rythmée. Ce procédé, j'ai pu le vérifier sur les fragments de l'aile droite, qui n'avaient pas été étudiés sous cet angle, tout simplement parce que cette technique n'était pas connue pour la victoire de Samothrace. Il y a sur l'un des fragments de l'aile droite le reste d'un goujon métallique que vous voyez ici sous plusieurs vues, et l'une des plumes de la réserve est lui-même traitée exactement selon la même technique pour s'adapter cette fois-ci à l'un des blocs de l'aile droite. Technique comparable et similaire pour notre fameuse bretelle, qu'on n'arrivait absolument pas à placer nulle part, jusqu'à ce qu'on repère en lumière rasante sur la hanche droite de la victoire, sur le bouffant de sa tunique, le bouffant du chiton, le colposte du chiton, comme nous disons entre nous pour que personne ne nous comprenne. Une surface... Ce sont les Grecs qui disent ça. Pas... Oui, après tout, c'est vrai qu'on n'a rien inventé. Une surface soigneusement préparée et qui forme ici une arête. Et c'est Violaine Pillard qui, en caressant littéralement la surface de l'œuvre, a repéré la première, je m'en souviens très bien, cette arête. Alors l'arête ayant à peu près la longueur de la bretelle, vous imaginez bien que nous avons réagi pour se rendre compte que ce pan, ou plutôt ce pli de drapé absolument lisse au revers, s'adaptait parfaitement bien ici. Et en bas, on devine un trou de goujon, donc le pli était assuré par un petit goujon d'arrêt en partie inférieure. Vous voyez ici d'ailleurs des détails et du travail de sculpture et de ce qui reste du goujon d'arrêt. Alors, en fait, la preuve de ce dispositif pendant l'Antiquité se trouvait juste à côté, parce qu'on aurait pu se demander dans quelle mesure, après tout, nous n'avions pas affaire à une tentative de restauration 19e, un peu abandonnée. Enfin bon, le trou de goujon avait l'air bien ancien, mais tout de même. En fait, ici, il y a un pli que nous connaissons tous depuis toujours. Il a suffi de sonder un peu de plâtre pour se rendre compte que lui-même était sculpté à part et rapporté. Il a toujours été sculpté à part et rapporté, tout simplement nous l'ignorons. Donc la preuve du pli de droite, c'était le pli de gauche qui se trouvait à côté et qui était sculpté dans la même technique. Alors je vais vous montrer rapidement, parce que nous ne sommes pas en avance, des comparaisons. Ces techniques ne sont pas absolument isolées durant l'Antiquité. Je vous montre une tête de Zeus qui vient d'Égir et le fameux portrait d'Idatal II qui peut être réattribué ou réidentifié comme un Eumen II récemment. Vous voyez là des boucles de chevelure sculptées à part et rapportées. Dans certains cas, il s'agit de repentir, dans certains cas, il s'agit de modification. Parfois, on a parlé de restauration, et c'est bien toute la question. Quand on regarde la matérialité de ces œuvres antiques qu'on considère comme des chefs-d'œuvre absolument intangibles et intègres, quand on découvre ce genre de subtilité technique, comment les qualifier? S'agit-il de restauration ou d'autre chose? J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'une restauration à cause de ce coup qui traverse très régulièrement le bassin de la statue. Vous le voyez ici en relevé et vous le devinez peut-être sur cette photo. Et je me suis dit qu'un coup avait affecté la statue durant l'Antiquité et qu'on l'avait réparée. Mais la trace de coup passe sur les plis rapportés. L'hypothèse est donc invalide. Si on résume, le plus important, c'est d'avoir repéré ces éléments, de les avoir documentés et d'en avoir tiré les conséquences, c'est-à-dire d'avoir réintégré la plume au sommet de l'aile gauche, d'avoir réintégré la bretelle qui est en fait un pli de colposte de chiton, ou d'avoir mieux compris le pan arrière du manteau. Pour le reste, il faut être prudent et peut-être se méfier un peu de nos propres réserves. Considérer qu'une œuvre a été restaurée pendant l'Antiquité, est-ce que ce n'est pas un peu la dévaluer? Je pense qu'il faut être courageux et néanmoins envisager la possibilité, ce qui est d'ailleurs une façon de bien entendre nos collègues américains qui nous rappellent qu'il y a eu 2 tremblements de terre à Samothrace, un à l'époque augustienne et un à l'époque flavienne, donc ça n'est pas impossible. Néanmoins, quand on considère la fragilité du sommet de l'aile gauche, on peut très bien concevoir que le sculpteur est d'emblée
pensé à rapporter les plumes qui en constituent le sommet pour éviter tout bris ou toute casse pendant le transport ou pendant le montage de ces pièces rapportées en fin de chantier. Donc pour les plumes, j'aurais tendance à penser plutôt à un dispositif original. Pour le pli intermédiaire entre le corps et le manteau, le débat reste ouvert, mais la similitude entre les traces d'outils entre le corps et le pli intermédiaire plaide néanmoins pour un repentir pendant le chantier. Même question pour les plis de la tunique. Ils sont dans le volume du bloc. Donc le sculpteur n'avait pas besoin de les sculpter à part. C'est déroutant. Peut-être s'agit-il d'une restauration, mais on peut aussi souligner qu'ils sont exactement de même facture et de même style. Alors peut-être s'agit-il tout simplement d'un repentir. C'est pour ça que je parlais de nos biais d'un point de vue théorique. Généralement, on considère que les maîtres de l'Antiquité conçoivent les choses d'un seul jet, parce que ce sont des génies absolus, pratiquement des démiurges. Mais le repentir, pour les maîtres de la peinture ancienne, généralement, c'est la preuve qu'il ne s'agit pas d'une copie d'atelier. En tout cas, c'est la discussion que j'ai eue avec Vincent de Lieuvin, je l'ai trouvée assez inspirante. Et il y a peut-être de la place pour le repentir en ce qui concerne la sculpture hellénistique. En tout cas, je pense que c'est une bonne hypothèse. Alors, je pourrais vous faire la même démonstration pour le bateau, mais il faut bien sûr tenir compte du temps. Je vous dis simplement et très rapidement que nous avions dans nos réserves un certain nombre de fragments du bateau. Dans les années 90, Alain Pasquier et Marianne Amiot avaient déjà repéré l'emplacement de 3 d'entre eux. Et en 2013, nos collègues américains nous ont invités à enfin aller voir les fragments conservés dans la réserve du musée de Samothrace. Nous en connaissions l'existence, mais jusqu'à-là, les autorisations n'étaient pas réellement faciles à obtenir. Donc nous avons étudié non seulement les fragments de Paris et les fragments de Samothrace, à Samothrace avec des gabarits. Vous voyez à l'écran Nicolas Brèche, qui est l'architecte du CNRS, qui relevait nos blocs et qui a conçu ce système pour aider à l'étude. Le résultat, c'est la réintégration de 19 fragments, 9 fragments du Louvre et 10 copies de fragments du musée de Samothrace. Le ministère de la Culture grecque nous a autorisé à faire des numérisations 3D et des copies. Paradoxalement, c'est le travail de Samothrace qui a été le plus déterminant, parce qu'à Samothrace, c'était très difficile de travailler avec des gabarits et sans le bateau. Et on s'est fait l'œil, c'est ce que disait Jean-Luc Martinez tout à l'heure, en regardant pendant 17 jours ces fragments à Samothrace, quitte à sidérer le reste de l'équipe américaine qui se demandait pourquoi on était aussi obsessionnel. On a évidemment acquis une sorte d'expertise sur les traces d'outils. Arrivé à Paris, les 6 raccords inédits se sont faits pratiquement en 2 semaines et très rapidement, parce qu'on avait précisément une bien meilleure connaissance de la matérialité du monument. Donc vous voyez ici un relevé et un résumé de ces raccords qui ont beaucoup aidé aux décisions concernant le niveau de bouchage du bateau, qui était un des enjeux de sa présentation. Je repasse la parole à Jean-Luc. Alors, voilà déjà 3 quarts d'heure que nous parlons, donc je ne voudrais pas abuser, puisque la règle ici, c'est justement qu'on court d'une conférence à l'autre, donc on ne veut pas vous mettre en retard vers celle vers laquelle vous allez courir. Que dire en conclusion? Vous voyez, on a simplement essayé de vous rendre compte de cette restauration qui a été un moment pour nous, en effet, d'études matérielles. Vous voyez qu'on a beaucoup de questions. On est arrivé à un certain nombre de conclusions. Il est évident qu'on connaît mieux maintenant matériellement la victoire de Samothrace. Pour autant, est-ce qu'on la comprend mieux, un peu mieux, puisque vous voyez que j'insiste sur cette vue de 3 quarts, qui est sur le fait de 3 conséquences majeures de cette restauration. La première, c'est la suppression donc du bloc moderne intermédiaire entre la statue et le bloc, qui font qu'en effet, on a redonné son sens à ce monument, puisqu'il s'agit d'une victoire posant le pied sur un bateau et non pas d'une statue posée sur une base en forme de bateau. Deuxième élément, c'est que, comme vous le voyez, nous avons redonné sa visibilité aux blocs, aux limites de blocs du bateau, puisqu'ils étaient visibles dans l'Antiquité, et donc justement pour mieux comprendre justement l'agencement de ce bateau, on a voulu mettre cela en valeur, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Ça redonne une force au bateau qu'il avait perdu, au point d'ailleurs que la plupart des visiteurs pensaient que c'était une chose moderne. Hein, donc bon, le fait aussi que ce soit directement posé sur le sol faisait que les gens montaient dessus, s'appuyaient dessus, etc. Donc là, comme vous le voyez, on l'a rehaussé de 48 cm. C'est-à-dire qu'on a compensé en effet la perte du bloc moderne entre la statue et le bloc en rehaussant de la même hauteur de 48 cm l'ensemble du monument, ce qui permet de l'isoler un peu du public. Et puis troisième modification très légère de l'image, c'est l'introduction de cette plume supplémentaire, hein, qui, j'insiste sur cette découverte de Ludovic, qui fait que, en effet, nous savons
savons que les sculpteurs de l'Antiquité étaient allés jusqu'à ce détail, hein, comme les rémiges d'un oiseau qui replie ses ailes, vous voyez, donc ces grandes plumes se s'hérissent, et c'était le cas sans doute donc sur la victoire de Samothrace. Pour autant, bien entendu, si le marbre a retrouvé une couleur, parce que jusqu'à présent, vous savez, on avait même des commentaires, il y a des gens qui pensaient que c'était de la terre cuite, parce qu'on était arrivé à un marron sale, hein, donc le savon et les huiles du 19e siècle utilisés pour le démoulage, vieillissant et couvert de poussière. Bon, voilà, donc maintenant on ne pense plus qu'elle est en terre cuite. Bon, et donc je vous donne quelques images. Vous voyez que pour autant, le nettoyage avec compresse d'eau a parfaitement respecté l'état matériel de la sculpture, qui est un état archéologique. Là aussi, ne nous trompons pas, on n'est pas revenu à un état qui a complètement disparu, hein. La restauration, c'est pas revenir à un état mythique, puisque, bien entendu, l'état de l'Antiquité, donc lui, a irrémédiablement disparu. Ce n'est pas comme ça qu'elle était dans l'Antiquité, non seulement peut-être parce qu'elle était peinte, mais aussi parce que, comme vous le voyez, le marbre, donc au contact de la terre, pendant plusieurs siècles, s'est oxydé, et qu'il y a cette patine orangée que vous voyez mieux dans les vues de détail. Mais on a retrouvé aussi toutes les qualités de la sculpture, hein, parce que donc, nous qui avons eu le nez sur elle pendant plusieurs jours, bon voilà, c'est sans doute bien plus que la Vénus de Milo, pour laquelle j'ai pourtant de l'affection, donc un des chefs-d'œuvre de la sculpture hellénistique. Est-ce que nous le comprenons mieux? Comment utiliser ces éléments pour dater l'œuvre, pour l'interpréter? Quel est l'atelier? Quel est le sculpteur? De quand ça date? Bon, tout ça, c'est l'objet de débat actuel et sans doute d'une autre conférence. Merci en tout cas de votre attention.